On commence avec les dossiers. Et le premier, c'est celui de l'affaire Epstein, qui visiblement n'est pas fini. Pas seulement elle n'est pas finie, mais on n'a même pas commencé en vrai. Hein? Il y a des rumeurs, il y a des choses, mais en vrai, voilà. Donc, tout d'abord, on commence avec cette déclaration de Mike Pence, qui est un ancien responsable de la sécurité informatique du gouvernement Trump. Okay? Donc, c'était quelqu'un qui était assez haut placé. Il était en collaboration avec les renseignements et tout. Donc, c'est pas n'importe qui. Écoutons ce qu'il a à dire. Ça, c'était il y a quelques jours. Epstein a commencé sa carrière pendant l'ère républicaine de Ronald Reagan et George Bush père, lorsqu'il a été impliqué dans l'affaire Iran-Contra en 1980 et impliqué dans l'effort du Conseil de sécurité nationale de la CIA de Ronald Reagan pour contourner l'interdiction des démocrates de fournir des armes aux Contra nicaraguayens, sous ce que l'on appelait l'amendement quoi? Boland, l'amendement Boland. Et puis le Conseil de sécurité nationale de l'administration Reagan a contourné cela en fournissant des armes, en trafiquant de la drogue et en générant le réseau de contrebande depuis Mena, Arkansas et Miami. Donc déjà, il te dit quel genre d'activité mènent les services de renseignement américains, d'une façon, c'est pas un secret pour qui que ce soit. Donc, voilà, ils ne sont pas aussi blancs que certains croient. Epstein était impliqué dans cette opération de trafic d'armes et travaillait avec le réseau Adnan Khashoggi. Adnan Khashoggi était un homme d'affaires saoudien célèbre pour son rôle de courtier en armement dans les années 70 et 80. Milliardaire flamboyant, il a amassé une fortune grâce à des contrats internationaux, notamment avec des gouvernements et des entreprises occidentales, appliqués dans les scandales comme l'affaire Iran-Contra. Il a vu sa fortune décliner à la fin de sa vie. En gros, c'était un agent infiltré. On a vu comment l'Arabie Saoudite a été infiltrée. Oui? Tu sais ce que je trouve curieux là? Moi, je ne connaissais pas ce mec Adnan Khashoggi, mais tu te rappelles de ces fameux journalistes saoudiens qui a été exécuté en Arabie Saoudite? À l'époque de Ben Salman, on lui a dit que c'était un tyran sanguinaire. C'était un Khashoggi. Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais... c'est vrai que c'était le même nom, effectivement. Ring a bell. Ok. Alors, on continue. Donc, Epstein travaillait avec les Saoudiens. Rappelez tout ce qu'on a dit à propos de la dynastie des Saouds, jusqu'à récemment. Le réseau saoudien. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que de nombreux individus de l'État de sécurité nationale de l'époque de Reagan, sous la vice-présidence de George H.W. Bush, sont encore en vie et exercent une influence significative aujourd'hui. Et je pense que, étant donné qu'Epstein était clairement au moins de la CIA, pour ne pas dire du renseignement étranger, nous savons qu'il était de la CIA parce que Alex Acosta, le procureur, lorsqu'il était candidat au département de travail et attaqué pour ne pas avoir poursuivi Epstein plus durement, il a dit, on m'a dit, donc Peter Acosta, il a dit, on m'a dit de ne pas m'en mêler parce qu'il appartenait au renseignement. Donc en gros, tu as un juge à qui on a dit, ne te mêle pas avec Epstein parce qu'il est avec les renseignements dans des affaires du passé. OK? Donc, pour tous ceux qui sont surpris que Epstein travaillera avec l'État américain. Notre propre ministère de la Justice a dit qu'il était un agent. D'accord, mais il était informateur de la CIA. Mais cela s'est produit plus tard, après qu'il ait été arrêté pour le trafic d'êtres humains. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Je pense qu'il était un agent de recrutement et que cela s'étendait sur au moins 3 décennies. C'est important de prendre en compte ce qui vient d'être dit, c'est que 1, c'était un agent, 2, ça faisait des décennies qu'il était au service, le gars. Epstein. Vous savez, les années 1980 étaient une époque où nous étions au sommet de la guerre froide. Il y avait beaucoup d'opérations douteuses qui étaient menées par les États de sécurité nationale. Nous avons vu cela dans les fichiers JFK avec Robert Maheu,
qui était le prédécesseur d'Epstein. Nous avons vu la CIA planifier d'utiliser des bordels et des prostituées et de monter des productions hollywoodiennes. Donc, c'est... alors, pourquoi c'est important? C'est parce que si Epstein est en effet un agent, soit de la CIA, soit dans quelqu'un des services de renseignement étrangers, et qu'il est, en effet, il était à la tête de ce réseau de chantage qui se faisait par des soirées de luxe où ils emmenaient des célébrités, ils les attiraient dans une sorte de piège, ils les droguaient, ils les mettaient dans des situations compromettantes avec des mineurs, ils les prenaient en photo et ils disaient si tu fais pas ce qu'on te dit, on te fait tomber, quoi. Donc ce sont les opérations de chantage qui ont été décrites dans les méthodes de la CIA qu'on a déjà évoquées dans la série Révélation. Elles sont décrites. Donc on sait que la CIA utilise les réseaux de chantage pour mener à bien ces opérations. D'accord? C'est documenté. C'est pas un truc qu'on invente. Et maintenant, on sait que Epstein, il était un de ces agents depuis une trentaine d'années, a priori. Donc, est-ce que vous vous rendez compte le nombre de personnes qu'il a pu piéger? Des chefs d'État, des gens puissants, des militaires, des scientifiques. Et comment les répercussions, en fait, si le dossier d'Epstein sort avec la liste des personnes qui sont impliquées, imaginez comment ça va déstabiliser pas seulement les États-Unis, mais le monde entier, cette affaire. C'est à la fois, c'est comme ça qu'ils ont construit... ces révélations qui n'en sont pas, parce que finalement, quelque part, ils confirment des choses que les complotistes disent depuis au moins 5 ans et qui sont de plus en plus officielles. Mais c'est un peu une arme à double tranchant. Ça explique pourquoi le monde est dans l'état dans lequel il est. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à retourner tout le monde dans un projet aussi machiavélique et aussi dégueulasse que celui dans lequel on a les deux pieds dedans aujourd'hui. Mais d'un autre côté, c'est un petit peu ça qui va se retourner contre eux. Parce que ces gens-là, quand on te fait chanter sur des choses aussi dégueulasses, même si t'es un peu une ordure et que t'es vraiment pas propre, il y a beaucoup de gens qui le vivent super mal, ça. Et dès que ces gens-là, tu les libères, du coup, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est de se retourner contre les gens qui les ont torturés pendant tant d'années. Donc, voilà, en fait, tant qu'ils contrôlaient Epstein, tout était bien pour eux. Souvent, ils se rendent pas compte, en fait, des conséquences de ce qu'ils font. Tu vois, on te crée un ennemi, on te crée une espèce de monstre qui, à un moment donné, est utile, mais c'est quand le monstre se retourne contre toi, comme là, c'est sur le point d'arriver, parce que tous les gens qui sont... C'est peut-être pour ça que ça prend aussi longtemps, en fait, les révélations sur l'affaire Epstein. Parce que de plus en plus, il y a des gens qui disent ok, j'ai été pris la main dans le sac, maintenant je me retourne, et maintenant je te donne les plus gros poissons, et c'est comme ça qu'on monte. En fait, ça va être une hécatombe quand les révélations vont sortir là-dessus. Ça explique aussi que les gens, comme on a vu, je dis pas que Thierry Breton ou Macron, ils font partie de ça, mais ça expliquerait pourquoi il y a autant de chefs d'État qui ont commis des choses vis-à-vis de leur pays, qui tombent sous le coup de haute trahison. Et ils l'ont fait quand même. Parce que d'un côté, ils savaient qu'ils allaient être couverts côté par la CIA, et s'ils le font pas, ils vont être exposés par la CIA comme pédophiles, comme des tas de choses comme ça. Et surtout que ça prend du temps, parce que les conséquences de ça sont tellement gigantesques quand tu prends le paysage politique mondial, que globalement, c'est tout ce qu'on peut appeler l'état profond mondial qui risque de tomber avec les dossiers d'Epstein. Mais justement, moi, ce que je dis, c'est que si ça se fait de manière maladroite, ce n'est pas que l'état profond mondial qui va tomber, c'est les États en général. Ça va être un bordel sans nom. Parce que imagine le nombre de contrats qui ont dû être passés sous la pression, tu vois, sous le chantage. Imagine le nombre de partenariats diplomatiques ou de négociations diplomatiques qui ont été faites sous le coup de chantage. Combien de ces choses-là peuvent être annulées aujourd'hui? Et imagine des États qui se retrouvent avec des contrats où ils se sont fait avoir pleinement, pouvoir les arrêter complètement, provoquant une déstabilisation économique aux pays qui ont profité jusqu'à là. Je veux dire, il y a plein de gens, ils sont très pressés avec cette histoire d'Epstein. Mais moi, de ce que je comprends, c'est que ça touche tellement de gens puissants que ça peut faire effondrer l'ensemble de la structure, en fait. C'est comme sur Jenga. Tu vois le jeu Jenga avec les briques là qu'il faut retirer une par une. C'est comme si tu devrais retirer un morceau qui est le sol à cet étage-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais.
Si tu enlèves ça, ça reste pas dans l'air. Il y a moyen que tout s'effondre, en fait. Là, toi, Léo, tu parles effectivement d'un effondrement, on va dire, économique, diplomatique et tout ça, mais faut pas oublier qu'il y a social aussi. De ces gens certainement qui sont impliqués, qui ont un bouton nucléaire sur lequel ils seraient peut-être pressés d'appuyer, justement pour mettre une espèce de chaos, pour dire bon bah voilà quoi. De toute façon, moi j'ai crevé, donc après moi le déluge. C'est un peu dans la mentalité quoi. Donc ça aussi, il faut s'en méfier. Donc c'est très délicat et quelque part on comprend un petit peu. Le temps qui est pris pour cette affaire. Faut voir aussi que, et aujourd'hui, alors, est-ce que c'était une déclaration officielle que j'ai vue récemment? Je me demande si c'est pas Kash Patel qui a dit ça, mais je ne saurais pas vous le confirmer. Mais qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui sont dans ces réseaux-là. Et qu'effectivement, si on me dit aujourd'hui la priorité c'est de sauver ces enfants avant d'exposer les clients à la liste d'Epstein et compagnie, c'est un ordre de priorité que moi je soutiens en fait. La priorité numéro 1, c'est que tous les enfants qui sont... L'un est connecté avec l'autre directement et que le gouvernement Trump a les ressources nécessaires pour faire les deux en même temps. Écoute, moi ce que je vois, c'est que je me mets dans la peau d'un des salopards là, comme ça, qui sont dans ces réseaux de trafic humain. Un des moyens de pression que tu peux avoir, c'est et si vous continuez là-dessus, moi les enfants là que j'ai encore sous ma main, tout le trafic humain, tous les esclaves, voilà quoi, j'en fais, je m'en sers comme de victime quoi, tu vois. Donc et d'ailleurs, on voit encore, il y a eu une arrestation cette semaine, là, il y a eu 200 personnes là, qui ont été arrêtées dans le cadre d'un réseau de trafic là, aux États-Unis. Il y a eu des déclarations, notamment de Kash Patel, qui sont de plus en plus virulentes. En gros, il a dit un truc du genre, si jamais vous faites du mal aux enfants, on vous retrouvera où vous soyez, quoi. Ce qui est une priorité derrière laquelle moi aussi je peux me ranger. Mais on peut comprendre. Effectivement, là, moi, je te rejoins sur le fait que c'est très délicat comme affaire. Et que vaut mieux attendre peut-être encore 6 mois, 1 an de plus que les choses soient bien faites plutôt que de se précipiter juste pour donner, on va dire, la base électorale de Trump qui est bon allez maintenant. Alors moi je vais aller plus loin et si je disais que nous sommes déjà dans cette période de préparation psychologique des masses pour que quand ces révélations aient lieu qu'il n'y ait pas d'effondrement et c'est ça qui est à l'origine des grands changements qu'on est en train de voir dans le monde aujourd'hui, tu vois. C'est nous sommes en train d'être préparés psychologiquement pour être confrontés à une situation où on risque de perdre un petit peu nos repères. Tu vois, les compréhensions de qui est bien, qui est gentil, qui est méchant, tout ça, tu vois. Parce que quand même, réaliser, tu sais, le petit Allemand qui réalise que en fait, le mec pour qui il a voté, c'était Hitler qui allait faire toutes ces choses-là, tu vois. On va réaliser quelque chose de comparable maintenant. Avec l'état profond, quand on va apprendre que l'OTAN, c'était lui le bourron en fait. Et il n'allait pas emmener la paix, il allait voler des ressources, tu vois. Et du coup, psychologiquement, c'est dur. Il y a tout cet aspect-là à voir aussi en fait. Tu vois, cette histoire d'Epstein, c'est une pièce maîtresse parce qu'elle montre à quel point les services de renseignement sont impliqués dans la gestion des pays entiers et les méthodes avec lesquelles ils le font. Et à partir de là, l'imaginaire est libre de partir dans tous les sens. Et ça, pour moi, ça va être vraiment, c'est même pas la claque qui va réveiller qui que ce soit, c'est une batte de baseball, tu vois, comme réalité. Et la métaphore est bien, parce qu'en fait, il y a un phénomène de sidération, en fait, qu'il ne va pas falloir négliger, quoi. Ce que je veux dire, c'est que là, on est dans la génération des années 80. Un type comme Tom Hanks, par exemple, c'est une icône, un héros. Il était dans la moitié des films super cool qu'on a vu quand on était petit. Moi, j'étais un grand fan de Forrest Gump. Maintenant, c'était un de mes films préférés, quoi. Et bon, nous, ça fait des années qu'on en parle, donc quelque part, on anticipe. Mais bon, quand toi, t'as mis ça sous le tapis, sous prétexte que c'est une théorie du complot et que tu bouffes du TikTok toute la journée, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a même un risque que les gens n'y croient pas du tout. Tu vois, et dans ces cas-là, dans un phénomène comme ça, il suffit qu'il y ait un autre élément pour qu'on passe à autre chose, en fait. Parce que je pense qu'il y a une grande partie de la population qui n'est pas prête à accepter du tout ça. Donc ouais, moi je serais pas surpris qu'on voit de plus en plus, tu vois, avec du goutte à goutte de saloperies pour justement quelque part réveiller une forme de colère qui impliquera qu'on exige une rétribution, qui soit à la hauteur du crime qui est commis. Alors là, ce que tu es en train de décrire, c'est un processus de manipulation des masses parce que tu peux provoquer cette colère et une fois que tu l'as semée, tu peux la récolter et la diriger à la direction que tu veux.
Tu vois, donc gardons en tête, juste, je dis ça comme ça. Oui, Nico. Moi, je vous dis, les gars, les révélations de l'ordre sur les services secrets comme la CIA, l'affaire Epstein, s'il y a la révélation, elle va révéler, surtout aux populations mondiales, en France, en Allemagne, etc., qu'en fait, voter, ça revient au pisser dans un violon. D'accord ? Voilà. Et là, ce qui est grave, c'est que les oppositions dans les pays, les pseudo-oppositions comme on a en France, ce sont les canalisateurs de colère de gens, des soupapes de décompression. Si demain, la public en venait à savoir que ces partis d'opposition, en fait, n'en sont pas du tout, mais ils font partie juste d'un théâtre, etc., qu'est-ce qui va devenir de toute cette énergie, en fait, que les gens ont accumulée en eux, cette énergie d'opposition on sort les fours des choses. Voilà. Et c'est là où je dis, au final, ce tu veux savoir ce qu'on essaie de proposer est assez salutaire. C'est-à-dire que, on fait ça. Ta colère, prends une hache et tu vois, va couper du bois, construire une baraque, quoi. Tu vois, moi, je me rappelle dans une des rencontres, je sais pas si c'est pertinent de dire ça maintenant, mais il y a cette idée de on est en colère, on réagit et puis ouga bouga, on se tape le torse et tout. Vous vous rappelez de ce mec-là à Grenoble qui est venu me voir et il m'a dit « Léo, il y a une manifestation pour appeler au gouvernement faire prendre des mesures pour ceux qui ont subi des effets secondaires du vaccin, etc. Et il faut que tu en parles absolument parce que si tu en parles pas, en gros, tu n'as pas d'empathie pour les victimes. » Je dis « Pardon ?» Ça, c'est du chantage émotionnel. OK ? Et ça, c'est du chantage émotionnel où on te dit soit tu fais, et je lui ai dit au gars, je lui ai dit, et là tu me fais du chantage émotionnel, ça ne marche pas avec moi, là. Il faut que tu argumentes mieux si tu veux que je t'écoute. Et ce genre de chantage émotionnel sont beaucoup utilisés dans la complosphère. Vous vous rappelez de cette histoire de, comment ça s'appelait, le graphite, graphène, je sais pas quoi. Graphène, c'est soit tu crois, soit tu es opposition contrôlée. Ensuite, les chemtrails avec les avions, tu sais, le bouton chemtrail. Soit tu crois à ça, soit tu es de l'opposition contrôlée. D'ailleurs, depuis la semaine dernière, il y a des gens qui... Oui, mais aussi, il est d'opposition contrôlée. Je dis, bon. Attends, Léo, moi, je ne sais pas si c'est toi qui as coupé ou si c'est moi qui ai coupé, mais je n'ai pas entendu ta phrase. Qui est aussi d'opposition contrôlée ? RFK. Certains disaient dans les commentaires que RFK, il est aussi d'opposition contrôlée parce que voilà, il dit que c'est dans les carburants, je sais pas quoi. Bref, et donc du coup, il y a cette idée qui est utilisée, il y a ces deux pôles qui sont créés, tu vois, et qu'on essaie de mettre tout le monde dedans, genre les moutons blancs d'un côté, les moutons noirs de l'autre. Et on essaie de bien marquer chacun d'eux, tu vois. Et et ça se fait par des processus justement de chantage émotionnel. Tu vois, c'est genre, mais si tu parles pas de ça, ça veut dire que tu es une mauvaise personne. Non, c'est pas... De toute façon, le sommet de la révélation, c'est quand on comprendra nous-mêmes, d'accord, que chacun d'entre nous est de l'opposition contrôlée, de l'instant où ils nous font réagir en fonction de nos émotions. Ils produisent une émotion et ils nous Exactement. On devient, c'est très bien dit, Nicolas, on devient l'opposition contrôlée quand on réagit basé sur des émotions. Parce que quand on dit réagir, ça veut dire que celui qui a agi a pris le contrôle de toi. Et toi, tu réagis, donc tu réponds à ça, et ta réponse est imprévisible, voilà quoi. Tu as été manipulé. Mais pour revenir sur le sujet, c'est ce que j'allais dire. Pour revenir sur le sujet, l'idée c'est que même si ça avance pas aussi vite que certains le souhaiteraient, je veux dire, on ne peut pas nier que ça avance. Il y a des choses de plus en plus qui se mettent en place et c'est en train de construire une base solide pour justement ces arrestations et cet effondrement quelque part du système en place qu'on est en train, dont on dit qu'il va se produire depuis au moins 5 ans. Donc écoute, j'ai envie de dire tout est sous contrôle, quoi. Sous contrôle, je sais pas, mais en tout cas, j'ai une nouvelle vidéo de la procureure générale Bondi, qui dit la chose suivante. Pour une raison que j'ignore, j'ai pas le son. Ah oui, James Comer a dit hier que tous les dossiers Epstein sont manquants. Est-ce vrai? Donc c'est pas vraiment audible parce que c'est le journaliste qui parle. Donc en gros, James Comer qui aurait dit que tous les dossiers Epstein sont manquants. Tu vois, il y a ce genre de rumeurs qui sont sorties à gauche à droite. Et elle qui répond,
Non, le FBI est en train de tout examiner. Il y a des dizaines de milliers de vidéos d'Epstein avec des enfants, de pornographie infantile, et il y a des centaines de victimes. Et aucun nom de victime ne sera jamais révélé. C'est juste que le volume de documents est énorme et qu'ils les examinent en ce moment. Mais le FBI examine cela avec diligence. Je n'ai pas vu ces déclarations de Comer, mais je l'appellerai plus tard pour en savoir plus. OK? Donc, elle dit clairement que si ça prend longtemps, c'est certainement parce que enfin le FBI est débloqué, maintenant avec Kash Patel et tout le gouvernement Trump, et maintenant les dossiers sont débloqués, maintenant ils peuvent commencer à bosser en fait. Donc, c'est pas parce qu'ils avaient les dossiers depuis des années qu'ils ont pu y accéder, parce que justement, il y avait un blocage très important. Oui, Rudy? Bah moi, j'ai une... Enfin, je veux dire, je sais pas si c'est pertinent ce que je vais dire, mais j'ai une pensée pour... T'imagines le boulot? T'imagines, c'est ça ton boulot, agent du FBI, d'aller te lever dans les 6 prochains mois, d'aller te taper de la pornographie infantile pour faire tomber des dégénérés comme ça? Ça, c'est... Enfin, je sais pas... Ça déforme, hein? Ouais. Ouais. Ça déforme. Donc, voilà. Et soyons patients et continuons pendant ce temps de se concentrer à notre évolution individuelle, parce que celle-ci, elle peut vraiment changer le monde. Sinon, pour revenir encore au sujet... Oui. Bah, à mentionner aussi que là, on parle que de l'affaire Epstein, mais aussi l'affaire Didi, où il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de s'ajouter aussi, et qui est quelque part le pendant... on va dire entertainment, divertissement de ce que l'affaire Epstein est aux politiques, quoi. Et ça, c'est peut-être encore plus gros, quoi. Ce que l'affaire Harvey Weinstein est pour Hollywood. Ouais. Je sais pas. Alors, ouais. Je sais pas, Harvey Weinstein, aussi dégueulasse il soit, je pense qu'il était quand même un niveau moins dégueulasse que ce dont on est en train de parler ici. Je sais pas si c'est du même ordre. Il était aussi dans les réseaux de chantage et tout ça, hein. Il organisait, tu sais, moi j'ai entendu cette idée et je la crois, parce que je connais des personnes dans les sphères tout là-haut. En gros, dans ce milieu-là, en fait, il y en a beaucoup qui se prostituent au niveau des actrices, etc. Tu vois, il y en a qui se prostituent et qu'en fait, Hollywood et tout ça, c'est une façade pour la vendre. Et elles se prostituent, c'est pas les genres de nanas que tu vas emmener pour $100, tu vois. Ça se paye en par million, tu vois. Mais voilà, il se prostituait, et peut-être que Weinstein avait un rôle à jouer de ce côté-là, et avec cette prostitution, il pouvait étendre d'autres types de pièges, tu vois. Je sais pas, mais en tout cas... je veux dire, ça ouvre une porte vers tous les dossiers MK Ultra et compagnie, parce que je veux dire, on a eu des témoignages de la bouche même des actrices. Comment elle s'appelle, Jennifer Lawrence, là, Hunger Games, qui, de ses propres mots, passait dans une heure de grande écoute chez Hélène Dégénéré, là, voilà, admettait qu'elle avait plusieurs personnalités. Ah bah là, ouais, non, mais c'est marrant, mais c'est pas moi qui étais là, c'était l'autre personnalité, tout ça. Donc là, en fait, tous les sujets sont sur la table, et tous les sujets les plus... Pas les plus dégueulasses, quoi, les plus machiavéliques, parce que, bon, tu parles de géopolitique, tu parles de blanchiment d'argent, tu parles de valises, même de caisses de billets qui sont envoyées dans tel ou tel pays et tout ça. Bon, ça fait chier, mais les gens, ça ne le touche pas directement. Là, on parle de gens avec qui on a grandi, on parle d'acteurs, on parle de limite, on parle de magie noire, en fait, tout simplement, quoi. Et il y a un phénomène. Je me suis souvent demandé pourquoi il y avait autant de gens qui étaient fascinés par Hitler. C'est parce que le mal absolu fascine. Et là, on est exactement dans cette, dans ce sujet-là, quoi. On a l'impression de regarder un film. Enfin, voilà, j'enfonce des portes ouvertes, excusez-moi là, mais on a vraiment. Mais c'est-à-dire, je veux dire, tu regardes un bon film, bon, certainement interdit aux moins de 16 ans, et tu te dis, waouh, mais dis donc, l'action, elle est quand même délirante et tout ça. Sauf que ici, il y a des vraies victimes, il y a, je sais pas, excusez-moi, je trouve pas trop mes mots, donc je vais arrêter de parler là tout de suite. Mais alors, je continue avec une petite nouvelle une dernière nouvelle sur Epstein. Il y a le mec là, comment il s'appelle, j'ai oublié. Vas-y. Thierry, tu peux partager l'écran, s'il te plaît? Non, tu sais... John Bryan. Prince Andrew, mais qui a sorti la vidéo? Merde, j'ai plus le nom. James O'Keefe. James O'Keefe, voilà, le gars de anciennement Projet Veritas,
il a sorti une vidéo, j'ai mis un petit extrait, j'ai sous-titré, enfin c'est quelqu'un qui a sous-titré. Et donc c'est un proche de la famille royale et il nous dit, le prince Andrew était dans la marine, il a passé 250 jours en mer, il n'a jamais vu ses enfants. J'étais vraiment énervé parce qu'il m'a menti. Menti sur quoi? Epstein. Et puis j'ai fait un grand article dans le Daily Mail disant que je croyais le prince Andrew. Et puis j'ai découvert qu'il mentait. J'étais tellement énervé. Il a menti sur quoi? Ses affaires avec des filles mineures? Le prince Andrew baisait vraiment des mineurs. C'est vraiment pas cool. Donc je vous décris maintenant qui était ce personnage qui vient de lâcher ça sur prince Andrew. Enfin, encore une fois, on n'apprend rien de nouveau, mais c'est différent de voir ce genre d'informations sur lesdécodeurs.fr ou adnm.live, et c'est différent de le voir de la bouche des proches du prince Andrew lui-même, en fait. C'est très différent. C'est même pas seulement un proche, il était... remets un petit peu en avant, là où c'était marqué, là, dans le sous-titre. Genre quand le show, il parlait, là. Conseiller en gestion de crise. C'est-à-dire que lui, c'est un nettoyeur en fait. Dès qu'il y a une sale affaire, c'est lui qui est au courant et c'est lui qui est supposé trouver les solutions. Donc lui, tous les détails les plus sordides, c'est lui qui les a. Donc c'est pas juste un cousin ou un type qui fait le café, quoi. Il était impliqué à très haut niveau dans ces sales affaires, quoi. Voilà. Et du coup, il dit qu'il était vraiment fâché parce que il a cru à Prince Andrew qu'il était cool, mais finalement, il a découvert qu'il mentait. Alors, John Bryan a été un proche confident de la famille royale britannique pendant longtemps. Il a travaillé pour la reine Elisabeth II. Il était le meilleur ami de la princesse Diana et a eu une relation intime à long terme avec la duchesse d'York, Sarah Ferguson. Voilà. En gros, c'était pour vous donner un petit peu le pédigré du gars, en fait. Voilà. Et du coup, ça qui sort à propos de Prince Andrew maintenant, Pam Bondi qui sort et qui dit on a des dizaines de milliers de vidéos de Epstein, d'abus d'enfants et de pédopornographie. Et Mike Benz qui sort et qui dit que Epstein était un agent, il travaillait avec la CIA. S'il n'était pas de la CIA, il aurait pu être de quelqu'un d'autre à l'étranger. Et on imagine qu'il parle du Mossad, évidemment. Ça fait beaucoup de choses dans la même semaine, vous ne trouvez pas? Ça fait beaucoup de choses. Donc, de ce côté-là, ça avance. Et encore une fois, on peut parler d'1 million d'actualités qui se passent en ce moment, comme cette histoire de l'euthanasie qui a été votée, etc., etc. Mais tout ça, ça sert à rien. C'est juste voir l'obscurité. C'est voir du mauvais côté du train en sortant du tunnel, tu vois. Si le train est en train de s'approcher de la sortie, on regarde vers l'arrière, on ne le voit pas. Donc là, parler de toutes ces choses-là, c'est voir en arrière. Toutes ces choses-là, c'est l'ancien monde qui essaie de survivre en montrant simplement à quel point il est absurde et déconnecté. Voilà. Donc, rien de nouveau de ce côté-là. Par contre, sur les histoires de l'affaire Epstein, ça, c'est important. Ça, c'est gros. Tu vois.